Donc, encore une fois, on va glisser vers un autre univers avec Stéphanie Larente-Marcotte. Stéphanie est infirmière clinicienne de profession. Elle est étudiante à la maîtrise en sciences infirmières avec mémoire et elle complétera cette dernière à l'été 2022 avant d'entamer son doctorat dès l'automne prochain. Elle s'intéresse particulièrement à l'éducation et à la santé et aux effets des enjeux climatiques sur la santé des populations. Ses recherches portent sur les liens entre la santé environnementale et la santé humaine et le développement d'interventions pour promouvoir l'intégration de l'alimentation durable dans la pratique des professionnels de la santé et des communautés. Donc, la communication qu'elle va partager avec nous ce matin porte sur les programmes de reconnaissance dans le secteur agroalimentaire visant la réduction de la consommation de la viande, un levier d'action prometteur. Stéphanie, nous vous laissons la parole. Merci. Oui, donc juste pour être sûr, le dernier petit volet que vous avez mentionné, je ne pense pas que ça venait de moi sur la réduction de la viande, vu que c'est davantage l'alimentation durable en général. Donc, juste pour informer les gens. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui, super. Oui. Je mets ça en diaporama. Donc, ici, comme ça. Si je mets le mode présentateur, voyez-vous le mode présentateur ou juste mon écran? Actuellement, on voit le mode présentation. OK. Mais permettez-vous juste de vérifier si je suis capable d'enlever ça. Ben oui, absolument. De toute façon, si c'est pas possible, c'est pas grave non plus, là. C'est à votre convenance. Pensez-vous que vous pouvez le partager pour moi, puis je reste en mode présentateur? C'est pas très compliqué. Super. Merci alors. Vous me direz quand tout est beau. Est-ce que vous arrivez à le voir? Oui, tout est parfait pour moi. OK, on y va. Parfait. Donc, justement, comme on disait, bonjour à tous et à toutes. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'étude qui a été réalisée dans le cadre de ma maîtrise. Donc, par le fait même, c'est un peu l'intégralité de mon mémoire. Donc, c'est les recommandations pour l'intégration de l'alimentation durable dans la pratique infirmière. Donc, j'ai réalisé une étude qualitative sur les perspectives d'infirmières de la province de Québec. Donc, justement, je vais vous présenter un petit peu la problématique qu'on avait sondée, les objectifs de recherche, la méthodologie effectuée, les résultats, les limites de l'étude, les conclusions, puis les perspectives futures. Donc, tout d'abord, pourquoi l'alimentation durable? L'article, dans le fond, publié par Masson et Lang, stipulait que l'alimentation durable visait à maintenir la santé de la planète, tout en assurant que la société consomme des aliments sains, abordables, équitables, puis suivant leurs valeurs. De plus, la littérature révèle un consensus scientifique sur l'impact global des systèmes alimentaires actuels. Puis ce consensus implique entre autres l'Organisation mondiale de la santé et le Eat Lancet, qui est un comité, dans le fond, qui comprend 37 scientifiques de renommée mondiale sur les enjeux climatiques, puis qui sont issus de 16 pays différents. Donc, parmi justement les impacts du système alimentaire, on rapporte que 15% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la production alimentaire, que la température mondiale moyenne augmente, puis qu'elle dépassera justement les objectifs qui ont été préalablement établis par l'accord de Paris en 2015, qu'il y a actuellement 2 fois plus de catastrophes naturelles depuis les années 1990, puis que justement, avec la hausse prévue de 30% de la population d'ici 2050, on pense qu'il va y avoir une augmentation des gaz à effet de serre de 80 à 90%, juste liée à l'alimentation. Donc, en lien avec ça, on rapporte justement que les systèmes alimentaires actuels ils ont des impacts majeurs sur la santé des populations, puis qui menacent également la santé des populations futures. Donc, les systèmes alimentaires malsains constituent un facteur de risque important pour les maladies qu'on nomme maintenant les maladies non transmissibles, qui comprennent entre autres les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires chroniques, le diabète, puis les problèmes de santé mentale. On rapporte justement que les maladies cardiovasculaires sont les principales causes de mortalité liées à l'alimentation, suivies de près par les cancers et du diabète de type 2.
De plus, l'Organisation mondiale de la santé, elle estime que justement les maladies non transmissibles ont causé 71% des décès dans le monde en 2016, ce qui est vraiment énorme. Puis quand on regarde un petit peu la population mondiale, actuellement, 860 millions de personnes souffriraient de la faim, alors que 2 milliards de personnes seraient en surpoids ou obèses. Donc, on voit vraiment au niveau des inégalités sociales à quel point ça a une importance. Puis, justement, face à ces défis, la promotion de l'alimentation durable elle a été décrite comme une voie prometteuse pour justement optimiser la santé nutritionnelle et globale des populations, en plus de réduire les impacts de l'alimentation sur les enjeux environnementaux pour protéger notre planète. Donc, par rapport à tout ça, c'est bien beau dire il faut intégrer l'alimentation durable. Encore là, qu'est-ce que l'alimentation durable? 9 pratiques, donc recommandations, ont été émises pour justement un peu statuer qu'est-ce qu'on voudrait dire par alimentation durable. Puis, ces recommandations-là incluent d'augmenter la consommation de protéines végétales, de fruits et de légumes de sources variées, de réduire la consommation de protéines animales, d'acheter uniquement du poisson issu de la pêche durable, d'acheter des aliments frais ou les moins transformés possibles, puis de réduire la consommation d'aliments hautement transformés et de boissons sucrées, d'acheter des aliments sans emballage ou les moins emballés, d'acheter des aliments de saison et locaux, puis sinon, c'est ça, de manger moins et avec modération, donc éviter le gaspillage, utiliser les restes de table, de composter les déchets alimentaires, de soutenir les initiatives de commerce équitable et d'agriculture locale, puis de s'informer sur la façon dont sont produits les aliments. Donc, juste avec ces 9 pratiques-là, on voit justement qu'il y a quand même un beau lien avec le guide alimentaire canadien qui est actuellement en vigueur. Donc, plusieurs associations et conseils d'infirmières et d'infirmiers ont manifesté une préoccupation croissante quant à l'impact des changements climatiques et des questions environnementales sur la santé. Donc, l'Association des infirmières et infirmiers du Québec, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, de même que le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone, ont publié des prises de position sur ces questions, puis spécifient, dans le fond, que les infirmières devraient contribuer à la promotion de l'alimentation durable dans leurs pratiques, tant personnelles que professionnelles. De même, le comité Eat-Lancet a souligné que les infirmières devraient intégrer les principes de recommandation de l'alimentation durable dans leurs rencontres cliniques, leurs plans d'action, leurs campagnes de communication, leurs initiatives de plaidoyer, puis dans leur propre alimentation également. Puis, malgré, dans le fond, toutes ces recommandations, on constate le peu d'études réalisées sur les perceptions et les pratiques des infirmières en matière d'alimentation durable, ainsi que sur les interventions à prioriser. Donc, malgré tout ce qu'on dit, en action, il y a peu de choses qui sont faites. Donc, l'objectif de l'étude était d'explorer les perceptions des infirmières sur leur contribution à la promotion de l'alimentation durable dans leurs pratiques cliniques. Plus spécifiquement, mon but, c'était de documenter les perceptions des infirmières sur la prise en compte de l'alimentation durable dans leurs rencontres cliniques, d'explorer les facteurs facilitants puis les défis qui influenceraient l'intégration de l'alimentation durable, de formuler des recommandations pour soutenir justement cette intégration-là dans leurs pratiques, puis de façon plus générale dans les milieux cliniques. Donc, pour arriver à mes objectifs, on a utilisé un guide d'entretien semi-directif qui a été basé sur le modèle logique de la Fondation Kellogg. Je vais présenter un petit peu le modèle que j'ai développé à partir de tout ça. Puis, basé également sur le cadre théorique, l'intégration de l'alimentation durable dans la pratique des professionnels de la santé, qui avait été développé par notre équipe de recherche un petit peu plus tôt. Puis, justement, on est allé chercher le consentement éthique du comité du Centre de recherche du CHU de Québec. Puis, par la suite, on a analysé les données selon une analyse thématique par ordinateur, selon l'approche de Payet et Michieli. Donc, quand on a regardé un petit peu nos groupes de discussion, l'analyse des données et tout, on a ressorti 3 thèmes principaux qui ont été soulevés lors des groupes de discussion. Donc, tout d'abord, les infirmières révélaient que certaines dimensions de l'alimentation durable étaient déjà abordées implicitement avec le guide alimentaire canadien, puis qu'il y avait une ouverture justement pour l'intégrer davantage. J'ai mis quelques citations dans mes diapos. Dans le fond, ici, ce qu'on reflète, c'est justement qu'il
ils ne voient pas non plus comment est-ce qu'ils pourraient l'intégrer. Donc, oui, ils le font avec le guide alimentaire, ils vont dire c'est quoi une bonne alimentation, mais sans jamais spécifier que c'est de l'alimentation durable également. Donc, le deuxième thème qui a été soulevé, c'était qu'ils percevaient difficilement comment faire. Donc, il y avait d'autres priorités cliniques, il manquait de temps, puis il n'y avait pas de soutien, du moins perçu, organisationnel ou sociétal. Donc, justement aussi, ce qu'on disait, c'est particulièrement en milieu hospitalier, il y avait des craintes face à apporter justement des sujets d'alimentation durable, soit parce qu'ils trouvaient ça pas approprié, ils pensaient que les patients pourraient même se fâcher, puis que déjà là, les patients avaient tellement d'informations qu'ils avaient peur qu'ils oublient l'information qui était dite plus essentielle. Finalement, comme troisième thème, les infirmières demandaient davantage d'encouragement des organisations de santé, des lignes directrices claires, interprofessionnelles pour les infirmières, mais aussi incluant les différentes professions, puis des formations et des outils pour les patients. Donc ici, ce qu'on disait justement, la citation, c'était vraiment qu'ils aimaient avoir des lignes directrices, des priorités, des supports des gestionnaires, parce que d'après eux, c'était eux qui pouvaient bouger les choses plus qu'elles-mêmes. Donc, ils avaient peur aussi d'embarquer sur le terrain des autres professionnels, plus particulièrement les nutritionnistes, en parlant d'alimentation dans leur pratique. Donc, le modèle logique qui a été développé à partir de tout ça, les problèmes, on les a bien dit, les besoins, c'était vraiment de clarifier le rôle infirmier, délimiter les rôles. Sinon, les facteurs d'influence qui ont été perçus comme positifs, c'était vraiment l'ouverture des infirmières, le sentiment aussi de fierté, de gratitude, puis d'accomplissement que ça pourrait leur apporter de viser un bien qui était plus grand qu'eux, donc vraiment de contribuer à la santé planétaire. Justement, la concordance entre le guide alimentaire canadien et l'alimentation durable qui pourrait permettre d'intégrer ça plus facilement, puis que certains milieux étaient plus favorables. Justement, les milieux hospitaliers étaient perçus plus négatifs, mais les milieux de premiers soins, les soins aussi qui sont de longue durée, un bon suivi avec les patients permettait une meilleure approche. Les facteurs négatifs étaient vraiment les inadéquations parfois entre la pratique puis l'alimentation durable, le fait que ce n'était pas une priorité de soins et ce, même avec plus de temps disponible. Sinon, on avait beaucoup aussi un manque de formation qui entraînait un sentiment de compétence et de crédibilité qui était faible face au manque de connaissances, puis le manque de soutien d'initiation de la part de plus grands que ça, dans le fond, des organisations, des associations professionnelles et tout. Donc, les stratégies qu'on demandait, c'était vraiment des directives claires et spécifiques aux infirmières pour délimiter leurs pratiques, puis aussi orienter leurs choix d'action. Des outils d'éducation pour les patients. Donc, on visait davantage des outils qu'on dit passifs, donc dans les salles d'attente, des feuillets et tout, qui permettraient aussi aux patients qui sont intéressés de poser des questions par la suite aux professionnels de la santé, puis des formations vraiment pour augmenter les sentiments de compétence, de crédibilité, puis de pouvoir d'action aussi dans la société. Les hypothèses, justement, c'est que les outils dans les salles d'attente seraient davantage réalistes et adéquats compte tenu de la pratique et de la surcharge de travail des infirmières, que les formations courtes et efficaces pourraient être bénéfiques, puis qu'il faudrait vraiment une approbation et un soutien des organisations et des associations professionnelles infirmières. On pense qu'avec tout ça, justement, il y aurait une meilleure légitimité professionnelle, un accès aux outils, aux formations, aux ressources, des collaborations interprofessionnelles. On visait vraiment, dans le fond, des collaborations et non des compétitions entre les professionnels qui peuvent parfois arriver pour ne pas empiéter sur le champ d'action des autres. Puis justement, avec une légitimité, ça permettrait une meilleure ouverture de la population à recevoir des conseils sur l'alimentation durable de la part des infirmières. Par contre, il faut quand même spécifier que notre recherche avait quelques limites. Premièrement, 50% de mon échantillon provenait de milieux hospitaliers. On considère en ce moment, selon le Statistique Canada, que 58% des infirmières diplômées travaillent en milieu hospitalier. Donc, l'échantillon était tout de même représentatif, sauf que compte tenu qu'on avait une plus grande ouverture de la part des infirmières de première ligne à l'intégration de l'alimentation durable, on pense qu'il pourrait être pertinent aussi de spécifier vraiment quelle ligne directrice pour quel milieu de soins. Sinon, justement, les infirmières ne sont pas experts en gestion du changement. Il y avait un petit échantillon vu les contraintes liées au COVID-19, la surcharge de temps et les annulations dernière minute. Sinon, il y avait un biais de sélection, justement, parce qu'un échantillon des infirmières davantage motivées ou intéressées par l'alimentation durable aurait pu s'inscrire.
Puis, justement, il y a toujours une Nous désirabilité. devrons conclure dans 2 minutes environ, Oui, Stéphanie. c'est Toutes mes parfait, excuses. j'ai mon temps. Désolée. Puis sinon, il y a toujours les risques de désirabilité sociale dans les groupes de discussion. Donc, en gros, ce qu'on a conclu de tout ça, c'est que la prise en compte dans la pratique infirmière des enjeux environnementaux, incluant l'alimentation durable, est actuellement perçue comme secondaire, qu'on a vraiment besoin de promouvoir l'approche holistique d'une seule santé. Donc, vraiment faire un tout entre la santé planétaire, la société humaine et la santé environnementale. Il y a une nécessité de développer une initiative interprofessionnelle des professionnels de la santé et d'organisations engagées pour justement produire des lignes directrices claires, des outils, des formations. Il y a des implications aussi pour les contributions à la transition socio-écologique du Québec. Parmi le constat général, dans le fond, qu'on a fait, c'est étant donné qu'il y a une bonne ouverture des infirmières, mais un manque d'implication gouvernementale malgré toutes les directives qu'on émet, on pense que justement, étant donné l'ouverture des infirmières, ils sont invités à s'engager et à contribuer dans la promotion de l'alimentation durable avec les autres professionnels de la santé par une approche qu'on dit bottom-up. Donc, vraiment issue de leaders et d'initiatives internes pour faire grossir puis éventuellement partager ces initiatives-là. Donc, les perspectives un petit peu futures, c'est qu'à partir de ces initiatives-là, à l'interne des leaders, on pourrait faire des avantages, partager les recherches, les données. Ce serait vraiment pertinent d'étudier justement les co-bénéfices santé-environnement de certains changements d'habitudes alimentaires en milieu clinique, de réaliser des revues de la littérature sur les avantages pour la santé humaine et planétaire des enjeux environnementaux. Puis, c'est ça, d'effectuer davantage de recherches. Puis, c'est justement pour ça que je m'en vais faire mon doctorat plus en lien avec vraiment les impacts des enjeux climatiques sur la santé des populations et non seulement l'alimentation durable. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup, Stéphanie. Vos travaux, vos recherches ne peuvent faire autrement que de nous interpeller à titre individuel et collectif quand on parle d'alimentation durable. J'aimerais maintenant, bien sûr, ouvrir la porte à tous pour que vous puissiez échanger. Vraiment, l'Institut existe pour ces échanges interdisciplinaires, qu'on puisse vous entendre et qu'on puisse se poser des questions à nos 3 panélistes, notamment à Stéphanie qui vient tout juste de terminer.